Donc effectivement, on m'a sollicité pour venir parler d'optimisation de l'espace au jardin parce que vous allez le comprendre dans ma présentation qui est finalement, que j'ai prévu être un retour d'expérience. Vous allez comprendre que j'ai un tout petit jardin et qu'une des contraintes, ça a été d'optimiser au plus juste l'espace pour maximiser les productions sur un terrain qui est urbain et tout petit. Ça, c'est la maison de ville telle qu'on l'a achetée avec ma compagne en 2010. Donc voilà, une petite maison, tout ce qu'il y a de plus classique, avec, vous le constaterez, quand même peu de diversité, du tuilage, des places de stationnement. Vous dire quand même que moi j'ai fait des études dans le domaine de l'environnement et c'était pas le coup de cœur cette maison. Lorsqu'on l'a achetée, je me serais bien vu habiter à la campagne avec un grand verger, un grand potager. C'était un choix un peu contraint, un choix que je qualifierais de militant, parce qu'on voulait se passer de voiture. Avec ma compagne, on avait 2 voitures à l'époque, on voulait s'en passer complètement, ce qu'on a fait pendant une dizaine d'années. Mais donc, voilà, on a dû acheter en plein cœur de la ville, avec le métro à côté. Et jamais, quand on a acheté cette maison, je n'aurais imaginé à l'époque réussir à autoproduire 100% de nos légumes sur une surface de jardin comme celle-ci, si vous voulez. Et c'est bien la contrainte d'espace qui finalement m'a poussé à me spécialiser sur ce sujet. Et aujourd'hui, voilà, j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu les techniques que j'ai mis en œuvre et un retour d'expérience sur une quinzaine d'années de travail au sein de ce jardin. Voilà, les premières semaines au sein du jardin, on est parti d'un jardin complètement défoncé. On a fait venir les pelleteuses, on a enlevé les tuyas, on a enlevé les places de stationnement. C'est juste pour témoigner du fait que même en partant d'un terrain extrêmement dégradé, dès lors qu'on y injecte un peu de temps, un peu d'énergie, on peut rapidement réussir à retrouver de la diversité et un jardin avec une certaine exubérance, même en partant de ce genre d'environnement très dégradé. Voilà le jardin tel qu'il est aujourd'hui, donc évidemment très végétalisé. Quasiment tous les végétaux du jardin sont des végétaux comestibles, puisque l'enjeu pour moi de l'expérimentation, c'était vraiment de pousser le jardin à son maximum de production, évidemment tout en restant dans le cadre du bio, ça va de soi, hein. Il n'y a pas d'usage de produits phyto dans ce jardin. Ça, c'était juste une photo vue de la fenêtre d'en haut pour que vous puissiez vous rendre compte de la superficie du jardin. Donc il y a environ 150 mètres carrés de jardin, mais ça comprend le cabanon, ça comprend la terrasse. En fait, sur ce jardin, les surfaces réellement en production, c'est 35 mètres carrés de potager et une quinzaine carrés de fruitiers, mètres carrés de fruitiers. Donc, allez, à la grosse, on a 50 mètres carrés productifs sur ce jardin. L'enjeu, c'était de réussir à prouver qu'il était possible de faire un jardin qui soit certes productif, mais qui reste aussi un jardin de vie, un jardin d'agrément. Parce qu'évidemment, j'aurais pu transformer cette parcelle en une parcelle maraîchère, j'aurais produit beaucoup plus de légumes, mais ce n'était pas l'enjeu. Je voulais vraiment démontrer que l'on pouvait marier l'esthétique, l'agrément et le jardin productif. Voilà, quelques photos juste pour vous présenter le contexte dans lequel j'évolue. Donc ça, c'est la terrasse avec des végétaux qui grimpent. On va en reparler évidemment de l'usage de la 3 dimensions dès lors que l'on veut travailler sur l'optimisation de l'espace. Une petite mare, évidemment, pour son intérêt pour la biodiversité. C'est vrai que cette mare en milieu urbain, elle joue vraiment le rôle d'un aimant pour attirer la biodiversité. C'est une succession d'oiseaux qui défilent, c'est tout un tas de populations d'insectes qui y passent. Et vraiment, ça, ce travail sur la biodiversité au jardin a un impact sur la productivité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que plus meilleur on maximise la biodiversité dans un jardin, plus ça joue un rôle sur la régulation des maladies et des ravageurs. Un petit verger, la partie potagère donc, qui nous nourrit aujourd'hui, donc c'est ce potager qui fait 30 mètres carrés de surface. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que j'ai pesé pendant 6 ans les productions de légumes et de fruits au sein de ce jardin, parce qu'avec ma formation scientifique, je me voyais mal dire « mon jardin produit beaucoup », ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de dire juste ça. Donc, pour objectiver un petit peu les résultats, j'ai pesé sur 6 ans. Alors, sur ces 6 années, ce qui est intéressant de constater, c'est que le potager n'a pas évolué ni en dimension, ni en emplacement. C'est exactement le même potager, et pourtant, vous voyez bien que les barres vertes, c'est la production de légumes. La production potagère n'a eu de cesse d'augmenter sur les 6 années durant lesquelles j'ai pesé les productions. On est passé d'environ 150 kg de légumes en 2011 à plus de 400 kg de légumes sur ce même potager 6 ans plus tard.
Alors évidemment, je me suis interrogé, qu'est-ce qui fait que la production potagère a à ce point évolué? Alors indéniablement, je me suis formé, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en technicité, c'est sûr, mais il y a plein d'autres raisons qui font cette évolution de la productivité, et en particulier l'amélioration de la biodiversité du jardin, c'est évident. Les fruits, c'est orange. Oui, la partie rouge, c'est la partie fruitière. Alors finalement, la partie fruitière, vous voyez que la première année, on était à 17 kg parce que c'est nous qui avons planté tous les fruitiers, donc la production était quasiment inexistante au démarrage. Et puis, 6 ans plus tard, on était à 90 kg. Aujourd'hui, j'ai atteint un sommet en termes de production de légumes. Par contre, la production fruitière, elle, évidemment, continue à augmenter. Et si j'avais continué à peser sur les fruits, aujourd'hui, on serait à plusieurs centaines de kilos sur l'année. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Alors, c'est difficile de ne mettre qu'une seule raison à l'explication de cette baisse en 2016, mais clairement, maintenant que j'ai atteint ce palier d'environ 350-400 kg de légumes par an, les événements climatiques annuels font la différence. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cultures chaque année qui vont réussir, d'autres qui vont rater, et ça c'est aussi très dépendant de la météo, donc on n'a pas un résultat complètement linéaire. Alors, là je vais juste survoler les différentes techniques qui font ces rendements aujourd'hui, et je vais vraiment me concentrer dans un deuxième temps sur les techniques d'optimisation de l'espace, puisque c'est là-dessus qu'on m'a sollicité aujourd'hui. Mais je ne me voyais pas vous parler uniquement des techniques d'optimisation de l'espace, parce que parfois j'ai des stagiaires qui passent au jardin, qui voient des potimarrons accrochés en l'air et qui ont l'impression que c'est juste l'usage de la 3 dimensions qui fait le niveau de productivité. C'est pas vrai. Ce qui fait le niveau de productivité, certes, c'est l'optimisation de l'espace, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses, et c'est ces éléments-là dont je vais vous parler tout de suite. En particulier, le travail qui a été fait au démarrage de ce jardin sur le design. Alors ça, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle, mais en gros, c'est la conception du jardin qui est un élément central. J'ai passé beaucoup de temps au démarrage à construire ce jardin, à positionner les éléments, à positionner le composteur, les différents arbres fruitiers, la mare, etc., de telle sorte qu'il y ait des relations favorables, des connexions bénéfiques entre tous ces éléments. C'est ça vraiment l'enjeu du design, et c'est un élément central aujourd'hui dans la productivité du jardin. Et vous voyez, je vous ai mis un petit graphique à gauche qui montre en gros l'évolution de la production du jardin, qui ne fait que grimper, et le temps que j'y ai passé dans ce jardin. C'est-à-dire qu'au démarrage, la production était faible, mais par contre j'ai investi beaucoup d'énergie dans la conception du jardin. Et aujourd'hui, j'y passe 2 heures par semaine en moyenne dans ce jardin, alors même que la production continue d'augmenter. Et c'est ça l'enjeu d'un bon design, c'est de réussir à rendre le jardin le plus autonome possible, de telle sorte que, année après année, le jardinier puisse un petit peu s'extraire, en tout cas y passer moins de temps, tout en continuant à avoir un jardin productif. Quelle est l'orientation de votre jardin? Le jardin est orienté sud. Ça, évidemment, vous avez raison de poser la question, c'est un élément évidemment central dans le niveau de productivité. Et juste, le petit point jaune tout en haut, là, c'est quoi? Entre eau et secteur? C'était les microclimats, l'étude des microclimats. Ok, voilà. Ok, microclimat. Là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur le design du jardin, mais vous dire aussi que ce design n'a jamais été figé, c'est-à-dire que j'ai travaillé au démarrage sur un design qui me semblait efficace, et puis d'année en année, ce design il a continué à évoluer parce que il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte au démarrage, il y a des arbres qui vont finalement, par exemple, mourir, on va devoir les remplacer, donc le design évolue en permanence, et c'est normal, c'est ça aussi le design. Je l'ai évoqué quand j'ai parlé de la mare, ça me semble capital. Tout le travail qui a été mené dans ce jardin sur l'accueil de la biodiversité participe aujourd'hui au rendement important. C'est la mare, c'est les haies, c'est la haie diversifiée, c'est les zones en prairie, c'est la petite zone 5, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais quelques mètres carrés du jardin que je n'ai pas touché depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment une végétation spontanée qui s'y est développée et qui participe à l'évolution de la biodiversité dans le jardin. Donc tout ce travail, finalement, me permet d'avoir une régulation des ravageurs au potager qui est aujourd'hui, je trouve, très satisfaisante. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'on met de la biodiversité, parce qu'on attire la biodiversité dans un jardin, vous n'aurez plus de ravageurs, c'est pas vrai, mais en tout cas, ça participe grandement à la régulation de ces derniers. Vous avez quoi sur la photo centrale, là? Cette chenille que vous connaissez, les jardiniers?
Non, c'est pas la processionnaire. C'est la pyrrhine. C'est la pyrrhine du chou. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette chenille? Elle s'est pas faite parasiter. Ouais, elle s'est faite parasiter par une petite guêpe, un petit hyménoptère qui a pondu ses œufs dans la chenille. De ces œufs sont sortis des larves, donc, qui ont dévoré la chenille de l'intérieur et qui là sont en train de percer la cuticule de la chenille. Et donc évidemment la chenille meurt. Ça c'est une photo que j'ai faite au jardin. On est sur une relation de parasitisme qui témoigne très bien du fait que dans un jardin, dès lors qu'on est capable d'attirer ces insectes, en particulier cette petite guêpe, eh bien la régulation se met en jeu. Et donc on estime dans un jardin que 80% des ravageurs au potager sont auto-régulés dès lors que l'on est capable d'attirer un maximum de biodiversité dans le jardin. C'est quand même énorme, c'est une proportion qui est importante. Et moi, je préfère me lever le matin en me disant mon seul rôle de jardinier, c'est de créer de la biodiversité dans le jardin en installant des fleurs, en mettant de l'eau, etc., que d'être toujours dans une posture de combat des ravageurs au potager. Voilà, la dynamique est vraiment différente. Évidemment, ce qui fait aussi ces résultats, c'est le soin important apporté aux cultures. Je vous ai dit, j'ai 35 mètres carrés de potager. Si j'avais le double de surface potagère, je n'aurais pas le double de rendement parce que je ne serais pas capable de passer autant de temps sur chaque mètre carré de mon jardin. Donc vraiment, il y a une corrélation entre le temps passé sur chaque mètre carré du jardin et son niveau de productivité, parce que quoi qu'on en dise, un jardin potager, ça demande du soin. Je sais bien que parfois en permaculture, on entend des choses du type il suffirait de balancer des graines au milieu du paillage et ça pousse tout seul, etc. À mon sens, non, pas vraiment. En tout cas, pas si on veut des rendements importants au mètre carré. Ça demande beaucoup de soins, ça demande des soins de taille, de protection. Vous voyez des filets de l'ensachage, par exemple, sur le raisin, des filets anti-insectes posés sur le potager, de la taille de certains légumes. Ça, c'est évidemment des étapes qui sont incontournables si on veut atteindre un niveau de productivité élevé sur une petite surface. Et puis, avoir une petite surface de potager, c'est aussi passer donc moins de temps au jardin et conserver du temps pour monter en compétences. Je vois beaucoup de jardiniers qui ont des jardins immenses, et quand on a très grand, en particulier en potager, on a toujours quelque chose à faire. Donc on a toujours un truc à arracher, à ramasser, à désherber, etc. Or, je défends vraiment l'idée que la permaculture se nourrit de compétences et que l'on doit collectivement regagner en compétences sur l'identification de la faune au jardin, l'identification de la flore. Car comment on peut faire les bons choix par exemple, quand on voit ce genre de petits œufs sur une feuille, si on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a un enjeu fort à réussir à nommer, à identifier pour ensuite faire les bons choix. Encore il n'y a pas très longtemps, j'ai amené à mon vendeur préféré chez Jardiland une larve de coccinelle en photo et je l'ai interrogé à savoir qu'est-ce que je fais, j'ai ça dans mon jardin. Et ce monsieur m'a envoyé vers le pyrètre, qui est un insecticide végétal. Voilà, donc c'est juste pour témoigner du fait qu'on a beaucoup perdu en connaissance de nos écosystèmes jardiniers, et c'est vraiment dommage parce que un jardin géré durablement et efficacement se doit d'être maîtrisé par un jardinier qui connaît la faune et la flore. Vraiment. Évidemment, le travail que j'ai mené sur le sol a fait bondir la production, ça je ne vais pas y revenir, on en a parlé juste avant lors de l'intervention de compost citoyen. Compostage, paillage de surface, gestion semis d'engrais verts, tout ça c'est évidemment capital. Sur Sotteville, on a un sol très sableux à la base, et donc il a fallu des années pour que le sol s'améliore. Et c'est ça aussi qui explique l'amélioration des rendements dans ce jardin. Et là, on en arrive à cette question plus spécifique des techniques d'optimisation de l'espace. Alors, ces techniques d'optimisation de l'espace, en particulier quand je vais vous parler de contre-plantation, de chevauchement des cultures, etc., je n'ai rien inventé. Moi, je me suis formé à la ferme du Piquet-Loin, qui utilise aussi ces techniques sur leur planche de culture, mais qui elle-même n'a rien inventé. C'est beaucoup les maraîchers parisiens qui étaient sur la ceinture parisienne au 19e, qui utilisaient ces techniques avec beaucoup de succès et beaucoup d'efficacité, et qui réussissaient à sortir de leur parcelle des rendements assez astronomiques. Alors évidemment, l'usage de la 3 dimensions, c'est un élément à mettre en œuvre quand on n'a pas de surface, on fait grimper. Là, vous voyez par exemple des courges qui grimpent sur le bûcher qui est dans mon jardin. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'aller capter la lumière partout où elle est. D'ailleurs, il y a un principe de permaculture qui dit qu'il est bon d'essayer de faire en sorte dans un jardin qu'aucun rayon du soleil ne touche le sol sans avoir rencontré une surface végétale. Voilà.
Eh bien, en pratiquant ce genre de choses-là, c'est ça l'enjeu, c'est d'essayer de capter tous les rayons du soleil qui arrivent sur le jardin, parce que clairement, cette énergie lumineuse, si je n'avais pas mis de courge sur ce toit-là, l'énergie lumineuse qui serait tombée sur le toit, elle aurait été perdue. La seule manière de la capter, cette énergie lumineuse, c'est de végétaliser, pour transformer cette énergie lumineuse en biomasse végétale, en feuillage, en tige, en racines, qui ensuite participera à alimenter le potager en fertilité, parce que ces végétaux finiront au compostage, en composteur, en paillage, etc. Donc il y a vraiment un enjeu à densifier, à maximiser les feuillages pour valoriser la création de diversité, valoriser la création de fertilité au jardin. D'autres exemples de courges que je fais grimper. Vous imaginez bien que si les courges, je les avais fait pousser au sol, je n'aurais jamais eu la place de faire les autres légumes. Donc ça marche très bien, ce genre de système. Souvent, les gens ont l'impression que les courges ne peuvent pas grimper. Les gens ont peur que les courges tombent, chutent, etc. Ça, c'est une courge musquée de Provence qui pèse 14 kg sur la balance et elle est suspendue par son pédoncule. Ça marche très bien. Dès lors qu'elle a commencé à pousser en l'air, elle peut résister vraiment à des poids importants. Le pédoncule se renforce. Des kiwis, ça marche très bien en Normandie. Cette pergola, elle est installée juste au-dessus de la mare. C'était une manière de rendre l'espace au-dessus de la mare productif, parce que la mare en elle-même n'est pas productive en tant que telle. Le raisin. Alors on est dans un milieu urbain, donc évidemment je profite aussi de l'îlot de chaleur urbain qui me permet d'avoir des cultures qui aujourd'hui en Normandie sont un petit peu en limite de leur aire de répartition géographique, c'est le cas du raisin, mais qui marche bien dans ce contexte urbanisé. Une autre technique que j'utilise, c'est ce que j'appelle moi la densification. Là, l'idée, elle est toute simple, c'est de dire on va essayer de resserrer les rangs de légumes entre eux et on va essayer de resserrer les légumes sur le rang. Voilà. Quand vous ouvrez des bouquins de jardinage, on vous dit par exemple les betteraves, il faut les planter à 15 ou 20 cm sur le rang. Là, l'enjeu, et c'est ça que j'ai testé pendant une dizaine d'années, c'est jusqu'où sur le rang on peut resserrer les légumes entre eux et jusqu'où on peut resserrer les interrangs. Alors évidemment, il y a une limite, on ne peut pas indéfiniment resserrer, il y a un moment où ça ne pousse plus. Mais finalement, des betteraves, on peut assez aisément passer de 15 cm sur le rang à 10 cm sur le rang. Des pommes de terre, plutôt que de les planter à 40 cm en tous sens, je les plante à 15 cm en tous sens. Alors évidemment, tout cela est aussi très contextuel. Moi, j'ai une terre sableuse assez peu poussante. Peut-être que dans un terrain avec une terre extrêmement fertile, extrêmement poussante, vous ne pourriez pas atteindre des resserrements aussi importants. Mais il y a un enjeu, à mon sens, à vraiment travailler sur le fait de resserrer les rangs, parce qu'en plus d'augmenter la productivité, c'est une manière de gérer les adventices. Dès lors que vous avez une canopée de vos légumes qui se développent sur les planches de culture, eh bien ça contraint les adventices. Et donc, quand on arrive à marier un beau faux semis, par exemple, ou un beau paillage, avec des légumes très serrés sur les rangs, on a un travail de désherbage qui est quasiment inexistant. Une autre technique que j'utilise et qui a été largement utilisée par les maraîchers parisiens au 19e, c'est ce qu'on appelle la contre-plantation. Alors, l'objectif de la contre-plantation, c'est sur une même planche de culture de réussir à marier au minimum 2 légumes, mais ça peut être 3, 4. Évidemment, par exemple, là sur cette photo, vous avez une contre-plantation de choux, brocolis avec des pommes de terre. Si j'avais planté uniquement des choux sur cette planche de culture, il est probable que la production de choux aurait été meilleure qu'en contre-plantation avec des pommes de terre. Parce qu'il y a une concurrence qui s'établit, c'est évident. De la même manière, si j'avais planté que des patates sur cette planche de culture sans les choux, la production de patates aurait été meilleure que contre-plantée aux choux. D'accord ? Parce qu'encore une fois, il y a une concurrence qui s'établit. Mais l'enjeu de la contre-plantation, c'est que le total des 2 récoltes, choux plus pommes de terre, soit meilleur que si l'une ou l'autre des cultures avait été plantée séparément. Ça va ? C'est vraiment l'enjeu. Donc, l'enjeu, il est double pour la contre-plantation. Il est d'augmenter les rendements au mètre carré et il est, encore une fois, de réduire l'enherbement par une densité des feuillages qui est telle qu'il n'y a plus grand-chose qui pousse dessous. Voilà. Il y a une étude qui a été faite par l'université de Caen il y a quelques années pour essayer d'évaluer quelle était la productivité moyenne d'un potager moyen géré par un jardinier moyen. Vous avez une idée de combien de kilos de légumes par mètre carré par an un potager moyen produit ? 4 kilos ?
1,8. L'étude démontre que le jardinier moyen produit 1,8 kg de légumes par mètre carré et par an. C'est pas beaucoup, hein. Là, vous voyez que sur cette planche de culture, donc j'ai pesé, on en sort, grâce à cette contre-plantation, 7,5 kg de légumes au mètre carré, et uniquement sur 4 mois de culture. Et ensuite, tout ça s'est ramassé, et je vais enchaîner sur une autre contre-plantation. Et donc, ce système de contre-plantation permet vraiment d'aller chercher des rendements à 10, 12, 15 kg de légumes au mètre carré par an, en mariant les légumes entre eux. Et puis en plus de ça, si je commençais à faire uniquement des pommes de terre dans mon jardin, je ne pourrais pas faire grand-chose d'autre. Donc, techniquement, je n'ai pas vraiment le choix que de mettre les patates avec d'autres types de légumes si je veux de la diversité potagère. Là, vous avez un début de contre-plantation entre des choux, des salades, des céleris et des fenouils. Même chose, les pesées démontrent que sur 6 mois d'occupation du sol, là, on est à plus de 10 kg de légumes. Tout l'enjeu en fait, d'une contre-plantation réussie, c'est de trouver le bon tempo dans le repiquage ou le semis de chacun des légumes. Parce que ça n'est pas toujours pile au même moment qu'il faut repiquer les légumes, sans quoi, des fois, il y a des légumes qui vont prendre le dessus sur les légumes voisins, et la contre-plantation va rater. Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, c'est vraiment de calculer un peu ces tempos, et d'être aujourd'hui en capacité de dire, ben voilà, si on fait une contre-plantation, par exemple, de choux avec des pommes de terre, comme je vous ai montré sur la diapositive précédente, il faut planter les choux environ 3 semaines ou 1 mois avant les patates. Sans quoi, les patates prennent le dessus, étouffent les choux, et ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est ça tout le travail sur les contre-plantations, c'est de trouver le bon tempo. Là, c'est des photos qui illustrent d'autres exemples de contre-plantation. Vous avez sur la gauche une contre-plantation de carottes et d'oignons, qui donne généralement de très bons résultats. Vous avez au centre une contre-plantation de choux-fleurs et de carottes, et on retrouve sur la photo de droite la fameuse contre-plantation de choux et pommes de terre. Alors évidemment, ça va de soi, quand on travaille en contre-plantation, moi je ne fais pas de rotation de culture en tant que telle. On pourra en reparler si vous voulez pendant les questions. Mais comment calculer un plan de rotation au jardin dès lors que tous les légumes sont mélangés sur les planches de culture, ça devient impossible. Alors, il y a quand même des contraintes, en tout cas des limites à la contre-plantation. La concurrence à la lumière, on l'a dit, il faut que les légumes qui sont contre-plantés sur la même planche de culture arrivent, chacun d'eux, à trouver la lumière dont ils ont besoin pour grandir. Si l'un d'eux se fait étouffer par le voisin, ça ne marche pas. Donc, c'est toujours la question du tempo que j'ai évoqué. La concurrence aux nutriments, à la matière organique, à la fertilité, elle existe, elle est réelle. Hein. C'est-à-dire que plus on va planter sur une planche de culture, plus il faut amender. Mais ça, on sait gérer, puisqu'on a fait un compost de qualité, on en a parlé avant. Donc, naturellement, ça demande de plus amender le fait de travailler en contre-plantation. Mais on sait faire. La concurrence à l'eau, évidemment, ça boit davantage. Hein. Plus de réseau racinaire, plus de feuillage, ça boit plus. Pareil, on sait faire, mais encore faut-il le faire. C'est-à-dire que vouloir faire des contre-plantations, mais ne pas s'interroger sur les quantités d'eau à apporter à son potager, bah, ça marche moins bien. Donc il faut vraiment travailler sur cette question de l'eau en parallèle pour apporter le besoin réel de nos légumes concernant la question de l'eau. Et puis la question du désherbage qui est plus délicat, parce que quand on fait par exemple des rangs de carottes sans contre-plantation, c'est assez facile de venir avec le sarcloir et de passer le sarcloir entre les rangs pour gérer l'enherbement. Dès lors qu'on est sur des planches de culture qui sont contre-plantées, le désherbage à l'outil devient quasiment impossible. Donc on est tout à la main, et donc évidemment là l'enjeu c'est de travailler encore une fois sur le faux semis, sur le paillage du sol pour ne plus avoir besoin de désherber, parce que le désherbage à la main c'est assez limite, évidemment. Un très rapide détour, parce qu'on me pose souvent la question de savoir si on peut contre-planter des légumes potagers, des légumes annuels avec des arbres. Alors, encore une fois, je crois que ça c'est très contextuel. En tout cas, dans mon contexte urbain avec sol sableux, je n'ai jamais réussi. C'est-à-dire que j'ai réussi à planter des légumes, par exemple, au pied de ce petit pommier palissé les premières années, tant que le pommier n'était pas encore trop concurrentiel en termes de racines, mais avec les années qui ont passé, c'est devenu impossible. Et aujourd'hui, au pied des fruitiers, il est devenu complètement impossible d'envisager faire pousser des légumes annuels. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que nos légumes annuels, on les fertilise, on les arrose, et donc que fait le fruitier? Il n'est pas fou, il vient chercher l'eau et la fertilité là où elle est, donc il projette ses réseaux racinaires en surface, au niveau du potager, et donc vraiment, la présence de l'arbre en proximité du potager, dans mon contexte de sol sableux, c'est extrêmement compliqué.
Les seuls moments de l'année aujourd'hui où j'arrive à cultiver sous les arbres, c'est en hiver, par exemple avec des fèves, tant que les arbres n'ont pas encore leurs feuilles, puisqu'évidemment là l'évaporation de l'arbre est nulle, et donc ça laisse un petit créneau en début de saison pour cultiver des légumes au pied des arbres. Dernière technique d'optimisation de l'espace que j'utilise, c'est ce que j'appelle le chevauchement des cultures. Alors là, l'idée est un petit peu différente que pour la contreplantation. Là, l'objectif, c'est de venir implanter dans une culture encore en place la culture qui prendra sa suite. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire que là, par exemple, sur la photo, vous avez des petits pois qui sont en fleurs, qui vont donner des gousses d'ici un mois. Et d'ores et déjà, au milieu des petits pois, on vient implanter les jeunes choux qui prendront la suite. Évidemment, quand on fait du chevauchement de culture et qu'on implante un jeune plant au milieu d'une culture en place, au début, le jeune plant il est un petit peu étriqué, il n'a pas complètement toute la lumière dont il aurait besoin, mais c'est pas très grave. Il commence par développer son réseau racinaire, et puis 3 semaines, un mois plus tard, on coupe la culture voisine, et tout d'un coup, hop, le jeune plant retrouve de la lumière, et là, la végétation explose. Voilà. Et de fonctionner avec des chevauchements de culture, c'est vraiment une technique très efficace pour accélérer les successions de cultures au potager. Je vous donne quelques exemples. Là, par exemple, sur la photo de gauche, vous projetez, on est dans la serre au mois de fin septembre, début octobre. Donc on a encore les pieds de tomates, on les voit, avec les dernières tomates vertes qui cherchent à mûrir. Sauf que si on veut pouvoir mettre dans cette serre des légumes d'hiver, j'entends par là, par exemple, les verdures asiatiques, les choux d'hiver, on n'a pas le choix que de les planter au mois de septembre ou début octobre. Après, c'est trop tard. Et donc, là, on n'a pas le choix de faire un chevauchement de culture, c'est-à-dire que je viens enlever les feuilles basses des tomates. D'ores et déjà, je viens, vous les voyez sur la photo, implanter des jeunes plants de verdure asiatique et de choux sous les tomates, qui vont être un petit peu à l'étroit au démarrage. Et puis, fin octobre, on vient couper les tomates à leur base, et les choux et les verdures asiatiques prennent leur essor et développent leur feuillage. Voilà. Vous laissez des racines de tomates? On laisse les racines de tomates, bien sûr, parce que alors déjà c'est important pour la fertilité du sol de laisser des racines, et en plus de ça, on ne pourrait pas venir tout arracher, sinon oui, on désinguerait la culture d'œufs. Hein, voilà. Intéressant. Sur la photo à droite, c'est une autre contreplantation. Ce sont des jeunes carottes grelots qui ont été semées en février sous la serre, sauf que quand arrive la mi-mai, date à laquelle on a besoin de repiquer les tomates sous la serre, eh bien les carottes ne sont pas encore ramassées. Donc là, on vient faire un chevauchement, c'est-à-dire qu'on vient supprimer juste quelques carottes à l'emplacement où on vient repiquer les pieds de tomates. Tomates et carottes vont pousser conjointement pendant quelques semaines, et puis là, vous voyez sur la photo que les carottes sont arrachées dès lors que les tomates, finalement, commencent à devenir concurrentielles. Donc là, on a encore un chevauchement qui se situe en début de saison. Et cette technique du chevauchement permet vraiment, sur une saison potagère, d'envisager faire se succéder 3 voire 4 cultures au potager, quand sans ça, on ne pourrait faire se succéder que 2 cultures, généralement, parfois 3 dans le meilleur des cas. Là, vous avez un exemple de chevauchement de culture entre de la pomme de terre et du chou-fleur. Alors, ce chou-fleur, je l'ai semé le 4 juin. C'est la variété Tardif d'Angers, c'est un chou-fleur qui a la capacité de passer l'hiver au jardin, qui ne gêne pas. Donc c'est une super variété qui va offrir une pomme de chou-fleur pendant ce qu'on appelle la période de soudure. La période de soudure, c'est la période de dizaine pour le jardinier, le mois d'avril en gros. Hein, période durant laquelle on n'a plus de légumes de conservation, on a tout mangé, mais on n'a pas encore les légumes primaires qui arrivent au jardin. Et donc, ce chou-fleur, il a été semé le 4 juin, il a été donc en godet, il a été repiqué au jardin le 6 juillet, il passe l'hiver au jardin, et l'année suivante, je viens planter les pommes de terre le 14 mars sous les choux-fleurs. Et finalement, le chou-fleur, je le récolte le 30 avril, voilà. Et donc il y a un chevauchement de 6 semaines qui s'opère, et donc ça veut dire que pendant 6 semaines les pommes de terre ont poussé sous les choux-fleurs. Mais c'était la seule manière pour moi de pouvoir mettre mes patates au potager à temps que de les faire se chevaucher avec ce chou-fleur d'hiver. Voilà. Et donc encore une fois, là sur une planche de culture comme celle-ci, grâce à ce chevauchement, on est sur des productions de l'ordre de... donc là j'ai eu 6 kg de pommes de terre au mètre carré, plus les 4 choux-fleurs, donc
on est proche des 10 kg de rendement mètre carré. Voilà. C'est quoi comme variété de pommes de terre que tu mets? Alors là, c'était de la précoce, je ne sais plus te dire laquelle, certainement une classique chérie ou Charlotte, enfin une très précoce, quoi. Okay. Donc, juste, toutes ces techniques de contre-plantation, de chevauchement de culture, ce sont des techniques, encore une fois, que je n'ai pas inventées, les maraîchers parisiens les utilisaient avec beaucoup d'efficacité, que j'ai essayé de remettre au goût du jour et qui permettent, dans des milieux contraints par le manque d'espace, et c'est souvent le cas en milieu urbain, d'atteindre vraiment des rendements très intéressants, et puis au-delà de ça, voilà, de limiter le travail de désherbage, de maximiser le feuillage, de maximiser la biodiversité. Donc ça me semble intéressant. D'ailleurs, beaucoup de gens qui cultivent en bac aussi s'intéressent à ces techniques de densification, oui. Parce que souvent quand on cultive en bac, on a peu d'espace naturellement, et donc c'est des techniques que je vous encourage à essayer. Là évidemment, je vous présente des exemples de contre-plantation ou de chevauchement qui ont réussi. J'en ai raté plein, hein. Je vais être très clair, j'en ai raté plein. Mais par contre, j'ai noté ce que j'ai fait, donc c'est aussi ça qui m'a permis de progresser. D'année après année, j'ai noté ce qui avait marché. C'est aussi le fait de noter dans un cahier ce que j'ai testé qui m'a permis d'ajuster d'année en année les périodes de semis ou de repiquage de l'un ou l'autre des légumes. Sans quoi, évidemment, si on ne note pas, on progresse moins vite. Voilà. Bien, je pense que... C'est très intéressant. On veut tous venir dans votre jardin. Ouais, vous pouvez venir dans mon jardin, alors peut-être pas tous, mais... Est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y. Juste, en plus, c'est sur cette diapo, sur les patates, tu n'as pas de problème de verdissement, parce que du coup, tu peux pas les buter. Tes patates, elles vont se développer quand même très près du sol, donc tu repailles beaucoup, tu fais comment? Alors, j'ai pas de problème de verdissement, mais ta question elle est justifiée. Je travaille, quand je plante les patates, je les enterre très profondément. Okay. C'est vraiment ça qui fera la différence, et je les enterre d'une profondeur de pelle, donc au moins 15 cm de profondeur. Okay. Donc pas de verdissement. Parce que c'est la terre sableuse, parce que moi je planté chez moi, mais comme c'est argileux, je ne peux pas le planter très profondément. C'est parce que ça laisse du temps. Oui, parce que ça met plus de temps à sortir. Ouais, d'accord. Oui. Moi j'ai une grosse question. Le sol, comment il est géré, pourquoi tu l'utilises et quand est-ce que tu vas le nourrir dans ces oiseaux? Ta question c'est comment je nourris mon sol, c'est ça? Oui. Ouais. Tu l'entretiens, comment tu le gères? Alors, la question du sol, elle est fondamentale, hein, tu as raison. Au jardin, je suis vraiment vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'intrants. Donc je ne fais rien rentrer dans mon jardin en termes de matière organique qui provient de l'extérieur. C'est aussi un principe de permaculture, hein, rien ne sort, rien ne rentre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais du compost, et donc j'apporte du compost avant chaque contre-plantation pour renourrir un peu le sol. Je travaille beaucoup avec les engrais verts, hein, comme on l'a évoqué sur l'intervention juste avant. J'essaye vraiment chaque hiver de libérer au mois de septembre au moins 3 ou 4 planches de culture pour faire de la culture d'engrais verts, des mélanges avec du seigle pour ameublir, avec de la veste pour enrichir. Donc en tout cas, la pratique des engrais verts est importante dans mon jardin. Du paillage permanent, évidemment. Un petit peu d'usage de l'urine, hein, on l'évoquait sur l'intervention précédente, pour les légumes les plus exigeants. Et puis, encore une fois, comme le jardin il est très densément cultivé et planté, j'ai une abondance de feuillage qui me sert à faire du paillage. Donc j'ai aussi planté dans mon jardin des végétaux dont le seul objectif c'est de créer de la biomasse. J'ai un sureau, par exemple, qui a pour vocation de uniquement créer de la biomasse. Je n'attends pas qu'il soit en fleurs ni en fruits. Il pousse, il passe au broyeur, il pousse, il passe au broyeur. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc je suis autonome en matière organique, et pour compléter encore un petit peu cette réponse, j'ai fait des analyses de sol il y a 3 ans de ça pour voir comment avait évolué mon taux de matière organique sur le potager. Et aujourd'hui, j'ai un taux de matière organique au potager de 7%, ce qui est presque un peu trop élevé, alors même que pourtant, on en sort beaucoup de légumes de ce potager. Comme quoi, simplement en travaillant avec compostage, paillage engrais vert, sans aucun autre apport de l'extérieur, on réussit vraiment non seulement à maintenir, mais même un peu plus à améliorer la fertilité de nos espaces. Ça répond à ta question? Oui, absolument, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il existe un planning de contre-plantation? Il existe un planning de contre-plantation. Alors, des indications?
Si, dans le deuxième bouquin que j'ai écrit. Non, je suis désolé, je n'aime pas dire ça, mais c'est assez technique et là je ne peux pas te répondre évidemment sur cette question dans le détail. Je vais enchaîner puisque j'ai le micro. Vous levez la main si vous avez des questions. On s'était vu lors d'une de nos présentations il y a plus de 50 ans, je pense, à la recyclerie. Et à l'époque, je crois que tu étais déjà autonome en légumes, puisque là, je crois que vous n'achetez toujours pas de légumes, mais pas encore en fruits. Et donc là, si j'ai bien compris, maintenant, vous n'achetez plus non plus de fruits avec ta compagne. On est autonome en légumes, ça, à 100%. Oui. Autonome en fruits, pas complètement, parce que j'ai pas tous les fruitiers au jardin. J'ai pas de cerisier, par exemple. Donc, on est autonome sur certains fruits, mais pas sur tous. Par ailleurs, oui, j'ai travaillé à expérimenter la productivité maximale au sein du jardin, etc. Maintenant, l'autonomie, à mes yeux, elle ne se raisonne pas à l'échelle d'un jardin. Elle se raisonne, je pense, davantage à l'échelle d'une rue, d'un quartier, etc. Donc ça ne me choque pas d'aller chercher des fruits chez les voisins et leur donner des tomates en échange. Donc voilà. Mais non, on n'est pas complètement autonome en fruits. Et donc ma question c'était, est-ce que vous passez beaucoup de temps à faire la conserve? Oui. La cuisine? Oui, je passe 2 heures par semaine au jardin et plus que ça en cuisine. Non mais ça c'est sûr, c'est évident. Plus il y a de production, plus il faut transformer. Et comme l'enjeu pour nous c'était de viser l'autonomie sur l'année, toute la période hivernale et la période de soudure, il faut qu'on la couvre, certes avec des légumes au potager. Je vous ai montré par exemple le chou-fleur tardif d'Angers qui est bienvenu au mois d'avril quand il n'y a pas grand chose au jardin. Mais cette période de soudure, elle est aussi couverte avec le travail de conservation sur lesquels je travaille beaucoup, lactofermentation, conserve, séchage, oui, bien sûr. Je voulais savoir s'il y a eu des analyses de sol au préalable pour savoir un peu sur quoi vous êtes arrivé, à part le fait que ce soit un sol sableux, qu'est-ce qui est dans le sol? Alors malheureusement, quand j'ai acquis ce jardin il y a une quinzaine d'années, j'ai pas fait d'analyse au démarrage et c'est une erreur, j'aurais dû. Donc j'ai pas de point zéro. Je sais juste qu'effectivement, généralement, la rive gauche de Rouen, on est sur des sols très sableux, très pauvres, qui ne retiennent ni l'eau ni les éléments nutritifs, mais je ne sais pas avec exactitude de quel taux de matière organique, par exemple, je suis parti. Ou des pollutions. Pardon? Tu peux analyser le voisin. C'est vrai, je pourrais analyser le voisin. Par contre, alors effectivement, je me suis quand même posé cette question, et lors de l'analyse de sol, qui ne date pas du début, donc, j'ai fait analyser le sol aussi pour savoir s'il y avait des pollutions, et je me suis aperçu malheureusement que mon sol était pollué au cuivre. Je ne le savais pas. Et ce qui explique aussi le taux de matière organique un peu élevé. J'en ai discuté avec un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Paul Torres, qui est un ami et qui a des compétences meilleures que les miennes sur cette question des pollutions de sol, et qui me disait, ça ne m'étonne pas que le taux de matière organique soit important dans le sol, parce que la pollution au cuivre limite la présence de faune, parce que le cuivre est toxique pour la faune, donc moins de faune, moins de minéralisation de la matière organique, donc une matière organique qui s'accumule en surface. Voilà. J'ai une question sur le lancement de votre projet. Est-ce que vous avez estimé le temps et les coûts qui m'ont permis de développer ce projet-là? Alors le temps, je l'ai estimé parce qu'on m'a posé tellement de fois la question que je me suis penché dessus. Oui, au démarrage, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le petit diagramme, j'estime à environ 10 heures par semaine le temps que je passais au jardin lors de la création du potager. D'accord ? C'est-à-dire à la fois la construction du jardin, mais aussi le temps de réflexion sur le fameux design, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, évidemment, c'est 2 heures par semaine. Donc ça, c'est pour la partie temps. Sur la partie coût, les investissements dans ce jardin, au niveau du jardin, sont très faibles. Hein. C'est une serre, c'est quelques outils. Finalement, le meilleur outil du jardinier dans un jardin de cette taille-là, c'est la main. Donc, il y a peu d'outils. Le plus gros investissement, c'est la serre, et c'est à peu près tout, en fait. Alors oui, effectivement, si on commence à parler structure, le bois des structures, mais si on fait la comparaison avec ce que rapporte entre guillemets le potager par la suite, il n'y a pas photo. On y gagne. D'un point de vue strictement économique, j'avais évalué que la production de légumes que nous offre le jardin, c'est environ 1 500 € de légumes par an. Voilà. Donc en quelques années, on a très largement rentabilisé la serre et tous les équipements qui ont été acquis pour l'aménagement du jardin. Je voulais savoir par rapport au sujet que tu as évoqué tout à l'heure et
été évoqué aussi dans la prochaine conférence, c'est l'eau, savoir si tu collectes les eaux de pluie, si tu as mesuré ce que tes pommeaux, si tu as quantifié. Oui, j'ai évidemment mesuré, quantifié. C'est un sujet que je trouve extrêmement important. Donc je te remercie de ta question. Je vois beaucoup de jardiniers qui sont bons sur tout l'itinéraire technique du légume. Ils vont faire des beaux semis, ils vont avoir des beaux plants trapus, les repiquages seront de qualité, ils savent gérer les maladies ravageurs, ils savent gérer la fertilité, tout est nickel, mais ils n'avancent pas assez. Alors là, parfois, je sais bien que je suis un peu à contre-courant parce qu'on voit plein d'articles passer qui laisseraient sous-entendre que l'on peut cultiver un potager sans eau, etc. Franchement, non, on va pas se mentir, on ne cultive pas un potager sans eau. Et si on veut un potager qui produit, non seulement il faut de l'eau, mais il faut beaucoup d'eau. Désolé. Ça se saurait, hein, si on pouvait faire pousser des légumes sans eau, les maraîchers, ça fait longtemps qu'ils arroseraient moins. Donc, non, réellement, d'ailleurs, toute la littérature technique maraîchère sur le sujet démontre bien à quel point, pour gagner vraiment en niveau de productivité, il faut améliorer l'arrosage. J'ai encore lu récemment dans une étude de l'INRA, là, un pied de courgette qui est pas arrosé à la dose, à l'ETP, donc c'est-à-dire son besoin réel en eau, il ne va pas mourir, hein, il va produire des courgettes, mais il produira 3 fois moins que s'il est arrosé correctement. Donc vraiment, la question de l'eau, elle est fondamentale. Donc oui, j'ai mesuré, et j'arrose aujourd'hui à l'ETP, c'est-à-dire aux besoins réels du végétal. L'ETP, c'est évapotranspiration potentielle. Et en gros, on sait qu'un mètre carré végétalisé dans un jardin, ça évapore de l'eau par le feuillage, d'accord, et ça évapore de l'eau par le sol. L'ETP, donc l'évapotranspiration, c'est le total de l'évaporation par le sol et de l'évaporation par le feuillage. Voilà. C'est donc le besoin réel de chaque mètre carré de notre potager pendant les périodes d'été. Eh bien, je vais juste par exemple vous donner un chiffre pour vous faire prendre conscience de cette importance de l'arrosage. Au mois de juillet sur Rouen, station météo de Rouen, l'ETP, il est de un peu plus de 4 litres par jour et par mètre carré. Donc concrètement, ça sous-entend que chaque mètre carré de notre potager au mois de juillet, qui est le mois le plus chaud de l'année à Rouen, pour être correctement arrosé et donc pour produire à son potentiel maximum, il a besoin de 4 litres d'eau par mètre carré. Donc chaque journée où il ne pleut pas, voilà ce qui s'évapore de notre potager. Comme on n'arrose pas tous les jours, on arrose généralement une fois la semaine, à la fin de la semaine, il faut 4 fois 7 litres par mètre carré. Et là, quand on commence à raisonner comme ça, dès lors qu'on a un grand potager, on commence à se dire « waouh !» Et en fait, ça devient délirant les volumes d'eau à apporter. Je sais qu'après, on va parler de l'eau avec toi. C'est super intéressant, effectivement, tu as des cuves énormes, etc. Mais oui, un potager demande de récupérer de l'eau, de stocker de l'eau. Et quand j'interviens chez des particuliers sur la création de potager, aujourd'hui, c'est même un élément central de ma réflexion. Je commence parfois même par penser l'eau avant de penser le potager, c'est-à-dire comment on va récupérer l'eau, où on va la récupérer, comment je l'amène au potager pour limiter le déplacement avec des arrosoirs à la main. Donc oui, c'est un sujet central. Et je terminerai sur cette question en te disant que pendant des années, j'ai arrosé mon potager à la main. Et j'avais déjà conscience de ces volumes à apporter, mais évidemment, je n'arrosais pas assez parce que quand on le fait à la main, on a une limite de temps à y passer. Voilà. Dès lors que j'ai installé l'arrosage automatisé et que mon arrosage automatisé arrose à ces volumes-là, donc à l'ETP, la production au potager a bondi. Voilà. Tu fais goutte à goutte ou aspersion. Voilà. Avec de l'eau naturelle. Avec de l'eau de pluie, bien sûr. Vous récupérez votre eau de toit. Je récupère mon eau de pluie, bien sûr. Ouais. Pardon, on va faire une dernière question, mais c'est vrai que là... 3 questions, là, je vois qu'il y a 3 quêtes. On peut prendre toutes les questions et tu réponds à toutes les questions. Vas-y. Allez, pose les questions. Ouais. Alors moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu as vu des évolutions dans ton quartier à toi, suite à ton projet? Voilà, hier. C'est le temps. 2 minutes. Ouais. C'était juste pour compléter par rapport à ton irrigation. Depuis, donc tu as mis une irrigation automatique, et depuis que tu as une irrigation automatique, tu n'arroses peut-être plus une fois par semaine, mais un peu tous les jours. Ce qui en sol sableux est quand même important. Oui. Attends.
c'est pour savoir quelle est à peu près la taille de la serre et quels sont les légumes qui nécessitent vraiment plutôt dans la serre. Allez, je vais le prendre comme ça. La serre fait 6 mètres carrés, donc c'est vraiment une toute petite serre. Je pense qu'on peut se passer de serre dans un jardin. Donc il n'y a pas de légumes qui nécessitent à tout prix à mes yeux une serre. On peut tout réussir sans serre, maintenant c'est un plus. Mais en été, la serre ne me sert pas vraiment de serre puisque j'ouvre les côtés. J'enlève des vitres. Elle me sert d'abri pour limiter les risques de maladie, etc. La serre, pour moi, elle a plus un intérêt sur les intersaisons et sur l'hiver. Donc c'est vraiment sur ces périodes-là de l'année où la serre m'est utile pour démarrer plus tôt au printemps, finir plus tard à l'automne, voire cultiver au cœur de l'hiver. D'accord ? Sur la question de l'eau, pour le coup, non, c'est pas parce que je suis passé à l'arrosage automatisé que j'arrose tous les jours. Dans mon contexte de sol très sableux, effectivement, tu as raison, je ne peux pas me permettre de n'arroser qu'une fois la semaine, ce que je conseille généralement quand on a un sol moyen. Je n'ai pas le choix d'arroser 2 fois la semaine, puisque la capacité de rétention d'eau du sol ne permettrait pas de retenir toute l'eau apportée en une seule fois, on est d'accord. Mais je n'arrose pas pour autant pas tous les jours, parce que je considère qu'un arrosage quotidien, c'est beaucoup d'eau qui s'évapore dès le lendemain, parce que l'eau ne pénètre pas suffisamment en profondeur. Et les réseaux racinaires de nos légumes, je ne sais pas si vous avez vu l'étude passée qui précise l'enracinement moyen d'une tomate, d'une patate, etc. Ça va très profondément. Une patate descend à 1,20 m de profondeur. Donc l'enjeu, c'est que l'eau descende pour profiter à l'ensemble du réseau racinaire de nos légumes, et pour qu'elle descende, il faut arroser quand même beaucoup. Donc j'arrose 2 fois la semaine. Bravo Joseph, ça faisait très longtemps que je ne t'avais pas vu en conférence et c'est toujours aussi passionnant. C'est vraiment un plaisir. Merci aussi à Mathieu pour sa présentation sur le compost. C'était aussi très très intéressant.